Merci beaucoup, Alain. Un gros merci d'avoir participé à notre Zoom extrêmement intéressant. Également remercier Denis et Gilbert. Et c'est sûr que ce qu'on a beaucoup entendu parler des GAFA, c'est justement la capacité de taxer. Et là, on le voit, le Québec comme province est capable, et taxe d'ailleurs sur la taxe provinciale les GAFA, ce que refusait Ottawa jusqu'à date. Et là, ils en font tout un plat, ce qu'on fait déjà depuis un certain temps. Ils sont pas mal en retard au Canada. Mais au-delà de la taxe provinciale, il y a toute la question de la taxe sur les revenus qui peut se mettre directement sur le revenu net, sur un pourcentage de plusieurs façons. Et là, rentre en ligne de compte la question des paradis fiscaux. Et effectivement, les paradis fiscaux, les États peuvent agir, si j'ai bien compris, le Canada, pour que les entreprises au Canada puissent utiliser les paradis fiscaux, il faut que le Canada reconnaisse la législation des paradis fiscaux, sinon il ne pourrait pas. Donc, il reconnaît les transactions. Donc, ce serait très simple pour le Canada et ce serait la même chose pour le Québec une fois qu'il est un pays, parce que ce pouvoir-là n'appartient pas au Canada, de ne pas reconnaître ces législations-là. Et là, directement, il ne peut pas y avoir utilisation des paradis fiscaux. Et vous avez tout à fait raison de dire que c'est une question de diplomatie. Et ça nous prend les pouvoirs d'un État central, donc d'un pays, mais dans la diplomatie, il y a aussi toute la question des relations internationales parce qu'il y a le lobby. Les entreprises peuvent faire du lobby, mais les États aussi pourraient se mettre à faire du lobby s'ils étaient un peu moins au service, si certains, parce que ce ne sont pas tous quand même, je trouve qu'il faut se donner un petit peu d'espoir, ce ne sont pas tous les dirigeants de tous les pays qui sont au service des grosses multinationales, mais il y en a plusieurs. Hein? On peut penser, par exemple, à Macron, on sait qu'il est quand même financé pas mal par les multinationales. C'était la même chose de Sarkozy. On peut penser ici au Québec à Justin Trudeau, qui est pas mal financé par Power Corp, qui est quand même une grosse multinationale parce qu'il y a des tentacules en France, en Belgique, en Chine, donc qui se qualifient dans ces grosses corporations-là. Mais ces questions-là de paradis fiscaux peuvent se régler dans le cas des GAFA, parce que ça concerne tous les types d'entreprises. Mais dans le cas des GAFA, avec l'ère du numérique, moi, je trouve qu'il y a un danger encore plus grand. Et M. Deneau, vous nous disiez, là, ils sont en train de créer du droit, ce qui est différent des autres entreprises. Et lorsqu'on voit le Canada avec le rapport Yale, et je vais faire une petit aparté sur le rapport Yale. En fait, le rapport Yale, moi, j'en ai pris connaissance parce que, tout à fait par hasard, lorsque je suis allée à Tout le monde en parle, à la fin du mois de février, début du mois de mars l'année passée, des membres du rapport Yale étaient aussi présents. Tout le monde en parle en même temps que moi. Donc, j'ai dit, ben, étant donné que ça va être la discussion, je vais prendre connaissance du rapport Yale avant Tout le monde en parle et pour au moins savoir de quoi il est question. Et j'ai lu là, en diagonale le rapport et les 97 recommandations et c'est extrêmement inquiétant ce qu'il y a dans ça. Et encore, je fais un petit détour juste pour votre information et moi j'ai été très déçue parce que une des deux représentantes du rapport Yale. Il faut dire que le rapport Yale, les membres ont été nommés, c'est un rapport canadien, ont été nommés par le gouvernement canadien et leur recommandation, en gros, c'est une hyper-centralisation du côté canadien et au CRTC, donc canadien, le Conseil de la radio, diffusion et des télécommunications canadien. Et une des deux représentantes du Québec est Monique Simard, qui est une ancienne députée du Parti québécois, une ancienne directrice générale du Parti québécois et qui venait défendre ce rapport-là sur la très grande centralisation de tout le numérique au gouvernement canadien. Et on le sait à quel point le numérique a un impact dans nos vies aujourd'hui. Tout ce qui passe par le numérique, qui est actuellement un champ qui n'est pas occupé, ni par le gouvernement canadien, parce que le CRTC n'a pas voulu s'en mêler, ni par le gouvernement provincial. Et je trouve triste de voir à quel point le gouvernement provincial laisse le champ libre, le gouvernement provincial ne s'en mêle pas, parce que quand le champ est libre, ben, c'est le premier arrivé, premier servi un petit peu. Et donc, de voir que c'est en train de se mettre en place et que non seulement ils veulent tout centraliser pour pouvoir tout décider sur les questions du numérique. Le numérique, c'est aussi tous les permis, là. Donc,
les permis des antennes, les permis, et c'est toute la question aussi du contenu. Lorsqu'on pense à Netflix, le contenu francophone, le contenu, c'est tout ça, là, ça a un impact énorme sur notre culture, ça a un impact énorme sur notre économie, et on va laisser le Canada décider à notre place alors qu'on sait qu'au niveau du Canada, ce n'est pas la priorité de l'économie du Québec, ce n'est pas la priorité de la culture du Québec, tout au contraire. Et ils vont plus loin que ça. Lorsqu'ils visent Hydro-Québec, ils visent l'ensemble des moyens de télécommunication d'Hydro-Québec. Et moi, pour être une ancienne d'Hydro-Québec, je peux vous dire qu'ils sont énormes. Ils sont tellement grands, ces moyens de télécommunication-là, qu'un ancien premier ministre, qui s'appelle Jacques Parizeau, avait nommé, dans le milieu des années 90, avait nommé un président qui s'appelait M. Martineau, qui avait la vision à l'époque de dire on va faire d'Hydro-Québec le futur navire amiral des télécommunications au Québec, parce qu'Hydro-Québec a des moyens de télécommunication avec toutes ses installations. En plus de ces lignes électriques, il y a aussi des liens de télécommunication sur les pylônes et tout ça, entre toutes ces installations. Donc, c'est probablement l'entreprise qui a un des plus vastes réseaux de télécommunications au Québec. Et malheureusement, cette vision-là a été complètement tournée en ridicule par les belles de ce monde qui voyaient une concurrence arriver. Et le premier ministre Lucien Bouchard, une de ses premières décisions, ça a été de remplacer M. Martineau. M. Martineau et M. Bouchard ne s'entendaient pas du tout. Donc, c'est juste pour vous dire que cette recommandation-là dans le rapport Yale, qui est d'être au-dessus et d'avoir le pouvoir d'utiliser, puis à sa discrétion et à sa convenance, les installations d'Hydro-Québec, vous imaginez, là, et excusez-moi l'anglicisme, mais le take-over sur un fleuron québécois qui est en train de se passer à travers le rapport Yale, là. Et c'est Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine, qui est censé donner suite à ça. Et tout ça, ce qu'on vous dit là, on n'a à peu près pas entendu parler. Tout ce qu'on a entendu parler du rapport Yale, c'est sur les taxes que le Québec fait déjà. Et donc, c'est de taxer la TPS. Puis Québec va déjà chercher la TVQ. Il pourrait très bien aller chercher la TPS. Ce serait super facile. C'est vraiment pas un enjeu. Et ce qu'on a beaucoup entendu du rapport Yale aussi, c'est la publicité à Radio-Canada, qui pour moi était quasiment une mesure de diversion pour ne pas regarder les autres mesures. Donc, la concentration de pouvoir qui est en train de se mettre entre les mains du Canada, et vous le savez, tout le numérique, ça va être le meilleur moyen dans l'avenir pour le Canada de pouvoir continuer son processus d'assimilation. Et je vous le dis, le processus d'assimilation, il est en cours actuellement et à tous les niveaux. Là, c'est le numérique qui s'en vient. Mais on sait déjà qu'au niveau économique, le Canada, en autorisant, parce que le Canada a autorisé la perte de nos sièges sociaux. Il a fallu que le ministre du Développement économique canadien signe lorsqu'on a perdu Rona. Il l'a signé, la perte de Rona. Il l'a signé, la perte de Bombardier. Il l'a signé, la perte d'Alcan. C'est pas juste qu'il pouvait le refuser, il l'a autorisé. Bien, ça, c'est un processus d'assimilation économique. Je ne vous parle même pas de la langue, là. On a eu la conférence de Frédéric Lacroix la dernière fois. Et là, c'est le numérique qui s'en vient. Et qui s'en vient, je vous dis, à la vitesse grand V. Et c'est un gros bulldozer, mais malheureusement un peu trop silencieux, qui est en train d'arriver. Et il va falloir réfléchir comment on va réagir, parce qu'à force de rester inerte, à force de ne pas réagir, non seulement on fait du surplace, en fait, on ne fait pas de surplace, on recule. On recule décision après décision. Et moi, je vous dirais, il y a une phrase qui est très réconfortante et que j'ai aimée longtemps et que je n'aime plus du tout, qui était de Gaston Miron, qui disait que ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Et moi, je vous dis, oui, il va y avoir à un moment donné un point de non-retour. Il va y avoir un point de non-retour et ce point de non-retour-là, il n'est pas dans 100 puis dans 150 ans. Il va y en avoir un point de non-retour
Et si on regarde juste la question linguistique, j'ai fait la projection des statistiques, des données de Statistique Canada sur les 25 prochaines années. Et si la tendance se maintient, et la tendance ne se maintiendrait pas, elle va s'accélérer. Donc, même ma projection, ça va être pire que ça. Mais si la tendance se maintient, dans 25 ans, ça prendra 70 de francophones au Québec qui sera d'accord avec l'indépendance du Québec pour qu'on puisse avoir un référendum à 50 plus. Vous imaginez, là, la côte à monter, là. Et à un moment donné, ça va devenir insurmontable. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il il faut commencer à réagir maintenant. On ne peut plus laisser le temps passer. Et la question du numérique étant donnée, et on le voit avec la pandémie, juste nos conférences qui sont en Zoom, puis tout ça, il y a tellement de choses à faire. Ces grosses corporations, ces grosses multinationales-là, ils sont en train de vouloir faire la pluie et le beau temps au Québec, au Canada, mais au niveau mondial. Et la seule chose qui va pouvoir les arrêter, ce sont les États. Premièrement, il faut être un État, puis des États qui vont se parler et qui vont travailler ensemble. Imaginez le Québec comme pays qui travaille avec des pays nordiques, qui travaille avec des pays d'avant-garde, la différence que ça peut faire une énorme différence. Et là, toute la question de la réglementation, encore là, avec le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault. Juste encore une petite aparté, vous m'excuserez, mais je trouve ça tellement épouvantable. Stephen Guilbeault, qui est supposément un environnementaliste, qui est allé appuyer le Parti libéral du Canada avec Justin Trudeau, et je n'aime pas Stephen Harper, là, mais Justin Trudeau a pris des décisions encore plus dangereuses, encore pires pour l'environnement que Stephen Harper a fait, et Stephen Guilbeault, lui, l'appuie full pin. Justin Trudeau a autorisé plus de pipelines, a autorisé plus de pétrole que Stephen Harper et Stephen Guilbeault, supposément environnementaliste, l'appuie. Donc, moi, quand je le vois au patrimoine, je trouve ça extrêmement inquiétant de voir qu'une personne comme ça qui dit une chose mais en fait une autre, là, je trouve ça extrêmement inquiétant de le voir lui au patrimoine, qui lui va prendre la décision de réglementer sur le contenu des réseaux sociaux du numérique, ce qui sera haineux de ce qui ne sera pas haineux, les groupes qui seront autorisés, qui ne seront pas autorisés. Et là, vous allez me voir venir, là. Est-ce qu'un mouvement comme le mouvement Québec indépendant, qui souhaite la séparation du Québec, est-ce qu'ils vont considérer que ce sont des propos haineux? Et je vous dis, la question va finir par se poser à un moment donné. Alain Deneau le dit, ce qui s'est passé à la dernière élection, suite à la dernière élection américaine, de voir des grosses corporations, des multinationales comme Twitter, décider de qui a le droit d'écrire, de qui n'a pas le droit et de qu'est-ce qui doit être dit ou non sur ces réseaux, c'est quand même une ingérence politique extraordinaire, là. Là, qui s'est faite par un privé. Est-ce qu'on va laisser les GAFA de ce monde dicter la liberté d'expression? Est-ce qu'on va les laisser dicter ce qui doit être dans l'espace public ou pas, la rectitude politique, la ligne politique? Moi, je trouve ça extrêmement grave, ce qui est en train de se passer. Au-delà du fait qu'on puisse haïr autant qu'on veut Donald Trump pour tout ce qu'il a dit, puis son attitude, mais de voir la capacité de ces grosses corporations-là de pouvoir venir décider à la place d'un État. Cette décision-là ne doit pas être une décision d'un privé. Ça doit être une décision d'un collectif, de ce qu'on décide, nous, qui doit être diffusé ou non, et de ce qui est acceptable ou non. Et cette décision-là ne doit pas appartenir à un dirigeant, je ne sais plus c'est quoi le nom du dirigeant de Twitter, là, mais ne doit pas appartenir à Twitter. Donc, vous voyez à quel point on se rend compte de la nécessité des États et, dans notre cas, que le Québec soit un État pour être capable de faire face à ces géants-là. Et ces géants-là sont des géants tout simplement parce que les États ont abdiqué, n'ont pas pris leur place. Il n'est pas trop tard pour inverser le mouvement et ça va prendre quelques États. Et ce n'est pas nécessairement les plus gros États qui vont faire la différence, c'est plusieurs petits États ou moyens États qui travaillent ensemble peuvent faire une différence. Et vous imaginez à quel point le Québec là, pourra être à l'avant-garde
pourra être proactif au niveau international, mais pour ça, il faut exister, ce qui n'est pas notre cas actuellement. Donc, on voulait, par cette conférence-là, vous sensibiliser à, je vous dirais, ce qui s'en vient, cette espèce de bulldozer qui s'en vient, pouvoir être aux aguets, en parler autour de vous, être critique par rapport à ce qui se passe, à ce qui va se dire, et essayer de vous outiller aussi pour être capable de lire entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas dans les médias, mais ce n'est pas parce qu'elles ne se disent pas qu'elles ne se font pas. Donc, pouvoir lire entre les lignes et on va avoir, on est en train de les préparer, les dates ne sont pas non plus complètement arrêtées, mais vous allez pouvoir suivre ça sur notre site Facebook. Vous pouvez vous inscrire aussi à notre infolette. On va vous envoyer un courriel pour vous avertir des prochaines conférences, mais on va avoir d'autres conférences qui s'en viennent pour chacun des mois sur les femmes et l'indépendance, sur le français, parce qu'on va revenir encore au français. Ce qui se passe actuellement, c'est trop grave. Au mois de mai, on va en profiter pour aller du côté de l'histoire des patriotes et on est en train de travailler là, pour le mois de juin, juillet, août. Donc, on va continuer nos conférences. Comme le disaient Gilbert et Denis, notre prochain numéro, le numéro 6, est déjà prêt. Il s'en va là d'ici quelques jours à l'impression. Vous allez le recevoir chez vous là d'ici quelques semaines. On s'excuse, notre processus de production est un peu long, mais on fonctionne avec les moyens qu'on a. Vous savez qu'on fonctionne complètement sur le bénévolat. Donc, on n'a pas de gens à temps plein là, qui travaillent pour faire une partie du travail, mais on a encore de très belles collaborations. Dans le prochain numéro, vous allez voir l'article de Denis et de Gilbert sur le numérique. Vous allez avoir aussi tout un article sur la crise d'octobre avec une vision un peu différente de ce qu'on a vu. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander à la crise d'octobre en 70 qui étaient les terroristes? Est-ce que ce ne serait pas plutôt le Canada qui faisait du terrorisme d'État? Donc, vous pourrez lire ce dossier-là. Il y aura un dossier sur le français, sur l'environnement et sur l'économie et les dossiers que vous connaissez. Et gênez-vous pas pour nous faire part de vos commentaires, que ce soit sur Facebook, que ce soit à Info MQI. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Et on continue notre travail et on espère que vous allez continuer à rayonner dans vos environnements, auprès de votre famille, vos amis, parce que moi, je vous dis, ce n'est pas terminé.